Bonjour ou bonsoir, et excusez-moi de ce petit contretemps, mais au dernier moment, YouTube m'a coupé le webinaire parce que je n'avais pas, je n'avais pas utilisé mon ordinateur pendant un petit bout de temps, et donc il a enregistré qu'il était allé en mode veille, et donc il m'a tout simplement coupé le sifflet juste au moment où on allait démarrer. Donc, il m'a fallu redémarrer un webinaire, etc., en l'espace de ces quelques minutes. Donc, pouf, nous voilà. Alors, le sujet de ce webinaire, qui est donc l'avant-dernier webinaire de la saison, parce qu'il y aura encore un webinaire d'ici une quinzaine de jours. Et puis donc, après, j'arrête les webinaires en juin, juillet et août, et je reprends en septembre. Dans cet avant-dernier webinaire, j'ai voulu parler un petit peu de la force de volonté, la force de caractère. Est-ce qu'on peut avoir plus de volonté, plus de force de caractère? Et dans ce cas-là, comment? Parce que c'est une question qu'on m'a posée régulièrement et qu'on me pose régulièrement parce que, comme vous le savez peut-être, je travaille aussi avec l'hypnose et justement, certaines personnes viennent me trouver en me disant « Ouais, mais c'est pour ça que je voudrais de l'hypnose parce que quelque part, j'ai pas de force de caractère. J'aimerais bien arrêter de fumer, mais j'en ai pas la force. J'ai pas suffisamment de volonté, etc., etc. » Et est-ce que, donc on m'a posé la question, est-ce qu'il y a une façon d'agir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui peut faire qu'on a plus de volonté, plus de force de volonté? Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de force de volonté, de force de caractère, plus de volonté? La réponse simple et courte à cette question, c'est non. C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? C'est parce que tout simplement, cette fameuse force de caractère, cette fameuse force de volonté, comme beaucoup d'autres choses dont on parle comme ça régulièrement, eh ben, il s'agit là d'une chose qui n'existe pas, c'est de l'utopie. Ça peut être certaines qualités, certaines autres choses dont je vais parler dans cette conférence. Mais en règle générale, on va dire la force de volonté, la force de caractère, eh ben, c'est un concept qui tout simplement n'existe pas. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Les personnes de qui on dit qu'elles ont beaucoup de force de caractère ou beaucoup de volonté, en fin de compte, c'est tout simplement parce qu'elles ont plusieurs choses, elles font certaines choses différemment que d'autres personnes. Ces choses, c'est, elles voient certaines choses différemment, elles voient certaines choses d'un angle différent, d'une certaine autre façon. Une autre chose qu'elles font différemment, c'est qu'elles s'organisent d'une autre façon. Et enfin, elles se motivent mieux. Alors, Kezako, et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va commencer par prendre une situation dans laquelle on manque de force de caractère ou on manque de volonté. Donc, la situation, ce qui généralement va tout démarrer, l'activateur, si on veut dire ça comme ça, on va l'appeler donc A. L'activateur, ça peut être par exemple qu'on veut arrêter de fumer, qu'on veut surmonter certaines choses, que l'on veuille arrêter de faire ceci ou cela, ou que l'on veuille commencer à faire certaines choses, que l'on veuille perdre du poids, enfin bref. Peu importe ce qu'on veut, ça va être donc la situation, ça va être ce fameux A. Lorsque on agit, lorsque d'après la psychologie classique, pourra-t-on dire, on est dans une certaine situation qui peut être une situation difficile, on va dire qu'une certaine situation difficile ou une certaine situation va mener à une conséquence qu'on va appeler C. C pour conséquence. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on veut arrêter de fumer, et puis que, donc la situation 1, on arrête de fumer, on commence à arrêter de fumer, et puis donc on commence à avoir, je sais pas moi, des sueurs, on se sent mal, on se sent irrité, on se sent nerveux, etc. Donc on va dire, ben, je peux pas arrêter de fumer, on va entrer dans un certain état d'esprit, et ça va donc être la conséquence C.
Si on veut transposer un petit peu tout ça dans une autre situation, disons par exemple que, je ne sais pas moi, si on parle des dentistes. Si on parle des dentistes, par exemple, on va dire que la situation A, c'est on doit aller chez le dentiste pour se faire un traitement de racines, ou etc., ce que vous voulez, se faire mettre un bridge, se faire arracher une dent, ce que vous voulez. Donc, la situation, c'est donc on doit aller chez le dentiste, et la conséquence, c'est, par exemple, qu'on va angoisser, on va avoir peur, on va pas oser, on va pas vouloir. On entre dans la salle d'attente, on entend le bruit de la fraise en arrière-plan. On est là, on commence à paniquer parce qu'on entend le bruit de la fraise et on sait ce que ça va nous faire, etc., etc., etc. Donc, cela veut dire que dans toutes les situations donc par exemple aller chez le dentiste, la conséquence C est nécessairement une peur, panique et ne pas oser aller chez le dentiste. Là, vous commencez déjà à avoir un petit peu. Là, je viens de recevoir un message que quelqu'un n'entend plus rien. Est-ce que vous m'entendez à part ça, est-ce que je peux avoir un petit message? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. J'ai plein de personnes qui me disent oui, donc très bien. Donc, malheureusement, je ne peux pas dire à Nathalie que si elle m'entend plus, ce n'est pas de ma faute. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphane, Sandrine, Michel, etc. C'est très gentil. Ça remarche. Oui, ça remarche, apparemment. Apparemment, ça a toujours marché, Nathalie. Ok, très bien. Merci Sandrine. Donc, on m'entend bien. Ok. Je reviens donc sur le sujet. Donc, ça veut dire que si on est dans une situation par exemple, aller chez le dentiste, logiquement, si tout devait fonctionner comme ça, de cette façon-là, donc tout le monde, toutes les personnes, sans exception, devraient avoir peur d'aller chez le dentiste. Maintenant, quelque part, c'est pas vrai. On sait parfaitement qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur d'aller chez le dentiste, il y a des personnes pour qui ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas quelque chose qui se produit toujours. Si par exemple on prenait quelque chose d'autre, par exemple si on mange pas pendant un certain temps, il va se passer certaines choses dans notre estomac qui vont faire qu'on va avoir faim, qu'on va avoir des sucs gastriques, qu'on peut avoir mal au ventre, etc., etc. Ça, c'est le cas pour tous les êtres humains, dans toutes les situations, dans tous les cas. Par contre, le fait d'aller chez le dentiste et le fait d'avoir des angoisses, ça n'est pas la situation pour tous les humains. Pourquoi? Parce que, quelque part, entre la situation A et donc la conséquence C, il y a bien entendu un B, qu'en anglais on appelle belief, croyance, mais que là on pourrait par exemple dire blabla ou baratin, etc., etc. Ça va être notre façon de voir les choses, notre façon de penser et les croyances que nous avons par rapport à certaines choses. C'est-à-dire que dans la situation A, aller chez le dentiste, si on la voit au travers d'un filtre B qui nous dit ça va être horrible, il va me faire des trous, ça va faire vachement mal, je vais souffrir pendant des heures, etc., etc., on aura une certaine conséquence qui va faire qu'on va avoir une angoisse. Si, par exemple, on se dit il se peut que ça fasse mal, mais il peut que ça fasse pas trop mal. Et puis, de toute façon, même si ça fait mal, 1 heure ou 2, ça va m'enlever des douleurs pendant le reste de ma vie, ou pendant plusieurs mois, ou pendant plusieurs années. Dans ce cas-là, on va pas vraiment l'apprécier, on va pas y aller le cœur en joie en chantant nécessairement, mais on ne va pas être angoissé. Dans les situations où, par exemple, on repart dans la force de volonté, dans la force de caractère, etc. Là où est la pierre tournante, c'est bel et bien le B. C'est-à-dire que si, par exemple, on reprend l'exemple d'arrêter de fumer, quand on arrête de fumer, on va avoir certains symptômes physiques, parce qu'on va entrer en manque, par exemple, en manque de nicotine. Alors, avant tout, il faut savoir que, justement, pour arrêter de fumer, nous, les êtres humains, on a des réserves un peu de tout. On a des réserves d'eau, des réserves de nourriture, des réserves de graisse. Certains, comme moi, ont un petit peu plus de réserves que d'autres. Mais donc, on a des réserves un peu de tout. Par exemple, nos poumons, également, sont beaucoup plus gros que ceux dont on a besoin.
Donc, si quelque chose flanche, on a quand même quelque chose en change. Et la nicotine, lorsque l'on fume, par exemple, la nicotine fait des nouvelles relations, des nouveaux contacts dans notre cerveau. Quand on commence à fumer, on crée certains nouveaux contacts qui marchent à la nicotine. Et puis notre corps, en quelque sorte, fait aussi une réserve de nicotine. On fume, pourra-t-on dire, plus que l'on a, j'allais presque dire besoin, on n'en a pas besoin, mais si, à partir d'un certain moment, on en a besoin parce que notre cerveau le demande. Maintenant, si on arrête de fumer, par exemple, du jour au lendemain, eh ben, les neurones, là, les connexions, d'un coup, les synapses, comme on les appelle, vont commencer à entrer en manque. Elles ne vont plus avoir de matériel pour leur connexion, elles ne vont plus avoir de nicotine. Donc, elles vont commencer à taper un petit peu du pied en disant hey, « dis donc, copain, maintenant, envoie-moi un peu de nicotine parce que ça commence à me manquer. » Si vous ne leur envoyez pas de nicotine, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, les synapses vont commencer à tirer sur la réserve de nicotine que vous avez. Alors, tout dépend un petit peu, ça change de personne en personne, mais en fin de compte, vous avez des réserves de nicotine qui vont de 3 semaines à 3 mois. Donc, vous allez commencer à tirer là-dessus. Ce qui veut dire que lorsque vous commencez à arrêter de fumer, en premier lieu, en première période, il va y avoir cette espèce de besoin de nicotine, on va dire, oulala, il n'y a plus de nicotine. Puis, relativement rapidement, vous allez commencer à tirer sur vos réserves. Ce qui veut dire que physiquement, vous n'avez pas d'abstinence de nicotine. Ça n'est plus physique à ce moment-là. C'est psychologique. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que si, par exemple, on arrête de fumer et puis que, c'est vrai, c'est pas désagréable. Moi qui vous parle, j'ai quand même fumé 45 cigarettes par jour, plus la pipe quand j'avais rien à fumer. Alors, je sais parfaitement que arrêter de fumer, c'est vraiment très désagréable. Maintenant, au moment où on arrête de fumer et qu'on passe cette période, par exemple, il va y avoir un moment où on va se sentir demandeur. On va se sentir des désagréments. Maintenant, si en B, on se dit c'est horrible que je ressente ça, c'est insupportable, je ne peux pas le supporter, je veux pas de ça, je veux autre chose, je veux que ce soit agréable, etc., etc. Eh ben, c'est un fait que on va entrer encore plus en manque, on va se sentir encore plus mal, et en fin de compte, on va empirer toute cette situation parce qu'on est en train de se monter le bourrichon. Que si on se dit, bon, bah, c'est vrai, c'est désagréable, mais ça, je ne vais pas en mourir, que par contre, si je continue à fumer comme un pompier, ça, par contre, c'est déjà moins sûr. Tout comme si on est en train d'essayer de maigrir, ça n'est pas parce qu'on ne va pas manger cette glace ou ce morceau de chocolat qu'on va mourir sur le coup, bien au contraire. Par contre, si on continue la façon dont on mange en ce moment ou dont on fait attention à soi-même, là, il se peut par contre que la solution soit différente. Donc, quelque part, les personnes qui ont plus de force de volonté voient ce genre de désagrément d'une autre façon. Ils le voient d'un autre angle. Maintenant, le seul truc, c'est que quelque part, ces gens-là, ils ne sont pas rentables. Parce que, en fin de compte, il y a un marché chez les personnes qui disent manquer de volonté. Parce qu'on leur fait croire que, bien entendu, si vous voulez arrêter de fumer, il ne faut pas que ce soit désagréable. Bien entendu, il ne faut pas que ce soit difficile. Bien entendu, ça doit être facile. Alors, on peut utiliser des patchs, on peut utiliser des chewing-gums, on peut prendre différents cours, différents trucs, des bouquins, etc., etc. Mais il y a un marché extrêmement juteux là-dedans. Donc, bien entendu, on va continuer à vous faire croire que ça doit être facile, que ça ne doit pas être désagréable. Et, bien entendu, il y a beaucoup de fric là-dedans. Alors qu'en fait, la clé du problème ou la solution, c'est de commencer à voir ce genre de choses d'un autre angle. Et les personnes qui sont dites, que l'on dit avoir une plus grande force de volonté, la seule différence qu'ils ont, c'est que tout simplement, ils voient ces désagréments à plus long terme. En se disant, bon, ok, j'ai pu arrêter de fumer pendant 1 heure, je peux arrêter pendant 2. J'ai arrêté pendant 2, je peux arrêter 4. Je peux arrêter 8. Je peux arrêter une journée. Maintenant que j'ai arrêté une journée, pourquoi tomber là-dedans? Je peux arrêter une journée de plus, et puis une semaine, et puis 1 mois, etc., etc., etc. Ils voient les choses
d'une autre façon. Ils ont un autre système de croyance. Tant que vous gardez un système de croyance caduque, vieux jeu, un petit peu un système de croyance comme un enfant de 4 ou 5 ans qui veut ce qu'il veut maintenant, ici et tout de suite, eh ben c'est un fait que oui, cette façon-là, on manque, ou on pourra dire qu'on manque de force de volonté. Ça a son avantage, parce que quelque part, ça vous permet de dire, ou ça permet aux gens de dire, bah, je suis désolé, moi je peux pas, j'ai pas suffisamment de force de volonté. Ben, c'est quelque chose de, c'est comme ça, j'ai pas cette force de volonté, je peux pas le faire. Comme ça, on finit tout comme ça. Donc, quelque part, ça dépend si on est plutôt du genre à pleurnicher un petit peu sur soi-même ou si on se dit, ben, c'est vrai, c'est un désagréable maintenant, mais ben, ça va pas durer, ça va changer, et puis c'est pour mon bien, et puis il y a plein de choses négatives, de positives qui vont m'arriver à la place, et c'est vachement mieux. Je vais être en meilleure santé, je vais avoir plus d'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Autre chose importante, c'est donc ces fameux buts. Les personnes qui sont dites avoir plus de force de volonté, elles ont un but bien précis et elles s'y tiennent. Que si on n'a pas un but très précis, si c'est plutôt diffus, si c'est plutôt un peu du genre, ben, j'aimerais bien ceci, cela, bof, ben oui, ben pourquoi pas. Bon, arrêter de fumer, c'est assez précis, mais ça peut être devenir plus précis. On peut dire, je vais arrêter de fumer à telle et telle date, et je vais le faire comme ceci et comme cela. Faites votre plan, faites votre but. Et ça, c'est pour tout quelque part. C'est, quelle que soit la chose que vous voulez accomplir ou surmonter, eh ben, il s'agit de se mettre un but. Si par exemple votre but c'est d'oser prendre un ascenseur jusqu'au 25e étage parce que vous avez peur des ascenseurs, eh ben, vous prenez ce but bien précis en disant ben, à telle et telle date, je vais pouvoir faire ceci et cela. Et enfin, la troisième et dernière chose importante qui différencie les personnes qui ont plus de volonté ou qui sont dites avoir plus de volonté que les autres, c'est que on n'a pas peur d'y aller petit à petit. En anglais, on pourrait dire baby steps, c'est-à-dire vraiment des pas de bébé qui commencent à marcher. Aucun but n'est trop petit. Alors, ben, on va reprendre l'exemple de lorsque j'ai arrêté de fumer. Comme je vous ai dit, je fumais énormément. Et le pire, c'est que ma condition physique, à part ça, était très bonne. C'est-à-dire que je fumais mes 45 clopes par jour, mais j'avais une meilleure capacité thoracique, et ça, on l'a mesuré parce que je travaillais à l'hôpital à l'époque. Et ça, on l'a mesuré. Donc, j'avais une meilleure capacité thoracique que mes collègues qui n'avaient jamais fumé. Et pourtant, je ne faisais pas vraiment de sport ni rien. Donc, quelque part, je n'avais absolument aucune raison physique pour arrêter de fumer. Un jour, mon ex-femme, enfin, elle n'était pas mon ex-femme à cette époque, c'était ma femme, mais bon, aujourd'hui, c'est mon ex. Bon, bref, on s'en fout. Donc, à cette époque, mon ex-femme me dit dis-moi, Cyril, tu sais que tu fumes pour 7 CD musicaux par mois? Parce que j'habitais au Danemark à l'époque, et les cigarettes, déjà à l'époque, c'était extrêmement cher au Danemark. Ah bon, c'est vrai, etc. Donc, on fait le calcul, etc. Et puis, je lui dis, ouais, mais si j'arrête de fumer, on ne va pas acheter des CD pour ça. Enfin, je lui dis, si tu veux, bah, c'est ton argent. C'est ton argent. Donc, bah, écoute, si au lieu de t'acheter des clopes, tu préfères t'acheter des CD, pas de souci. Et donc, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un plan. Alors, les bouquins que j'avais lus à l'époque disaient toujours que pour arrêter de fumer, il ne fallait pas arrêter petit à petit, mais il fallait arrêter tout d'un coup, etc., etc. Mais moi, je me suis dit non, je veux arrêter de fumer une seule fois, et puis je veux le faire de ma façon, parce que sans ça, ça ne va pas marcher. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais réduire le nombre de cigarettes du montant de 1 CD par mois. C'est-à-dire que le premier mois, je commence par m'acheter un CD musical, et puis je réduis par jour d'un certain nombre de cigarettes de façon à ce que ça corresponde. Et les premiers mois, c'était vraiment une question de réduire de, je ne sais pas, moi, 4 ou 5 cigarettes, même pas 3 ou 4 cigarettes par jour, donc ça ne se ressentait pas entre 45 et 42. Bof. Donc c'était vraiment un petit pas. Et petit à petit, mois après mois, j'ai réduit après de 2 CD, 3 CD, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Donc, n'ayez pas peur si vous prenez
si vous avez votre but, de le diviser en sous-buts et n'hésitez pas à faire des buts vraiment très, très petits. Si vraiment vous vous imaginez, par exemple, je ne sais pas moi, que vous pouvez réduire de 3 cigarettes par jour, eh bien, dites-vous, je vais réduire de 1 cigarette par jour. Parce que ça, au moins, je suis sûr de le faire. Donc, n'hésitez pas à vraiment apprendre de tout petits pas. Aucun pas n'est trop petit, mais par contre, vous pouvez prendre de trop grands pas. Si vous avez un but qui dit, bon, bah, je vais m'arrêter du jour au lendemain et que vous ne pouvez pas, eh ben, c'est ce qui va dire que, bon, bah, je ne peux pas, je n'ai pas de force de volonté, et pas, il faut retomber dedans. Là, j'ai une question de Stéphane qui me dit ou qui me demande comment expliquer que l'on ait pu réussir une fois pendant longtemps, puis être retombé dans le travers et là, ne plus pouvoir arriver à son but. Eh bien ça, cher Stéphane, c'est parce que vous avez une tendance à vouloir être parfaite. C'est du perfectionnisme. Quelque part, c'est un petit peu cette idée de se dire que si vous faites un pas en arrière, eh ben, tout s'écroule. Or, c'est pas vrai. Si dans beaucoup de situations, bon, je ne vais pas prendre la cigarette parce que ça peut être extrêmement dangereux. Je me souviens justement qu'après 2 ou 3 mois, par exemple, j'ai eu une très grande envie de clope et j'avais une voisine qui était là à m'en proposer en me disant, bah, tu sais, j'ai une copine, elle avait arrêté de fumer et puis tout d'un coup, elle a eu envie, elle a refumé une clope et après, elle n'en a plus fumé du tout. Et moi, je savais parfaitement que si j'en reprenais une, j'étais tombé dedans. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment ce genre de choses à faire. Mais dans beaucoup de situations, si on a pris une nouvelle habitude ou si on a vaincu une angoisse ou vaincu quelque chose, il y a ce qu'on appelle en anglais des setbacks. Je crois qu'on pourrait dire en français un recul ou un pas en arrière. Et c'est tout simplement parce que dans certaines, si vous êtes préparé ou si vous avez changé de point de vue dans certaines choses, il peut toujours y avoir une situation où il y a eu une petite différence. Ça peut être un jour où vous avez été exceptionnellement fatigué ou, je ne sais pas, moi, vous avez une mauvaise journée, on en a tous, ou que vous avez été affaibli pour une raison ou pour une autre, ou que la situation avait une différence quelconque, même minime. Mais il se peut que cette petite différence ça ait fait chavirer le truc, ça ait fait chavirer que vous n'avez pas pu surmonter. Et là, dans ce cas-là, vous êtes tombé dedans. Maintenant, arrivent ces grosses conneries que l'on dit régulièrement. Ah, bah oui, chasser le naturel, il revient au galop, etc., etc. Et là, dans ce cas-là, vous vous êtes dit peut-être un truc du genre, bon, bah voilà, ça y est, je suis tombé dedans, je peux pas, etc. Et donc, après, on peut plus parce qu'on se dit, ben oui, mais je peux pas parce que je retombe dedans et je n'ai pas cette force. Alors qu'en fin de compte, il aurait fallu peut-être se dire, OK, là, j'ai fait une erreur, je suis retombé dans le truc. Qu'est-ce qui a été différent dans cette situation? Quel a été? Il y a eu un petit changement, il y a eu. Qu'est-ce que c'est qui a été différent dans cette situation qui m'a fait retomber? Et comment éviter que ça se reproduise? Et puis admettre que on n'est pas parfait, on est humain, donc on peut faire des erreurs et donc des fois retomber et faire des petits pas en arrière. Donc c'est pour ça que je dis ce qui vous perd dans ce cas-là, c'est le perfectionnisme, de s'imaginer que parce qu'on a surmonté, parce qu'on est passé, etc., on est quelque part à l'abri et puis on peut plus jamais faire de faux pas. Et puis si on fait un faux pas, c'est parce qu'on peut pas. C'est un peu tout ou rien, blanc et noir. C'est un petit peu ne pas voir certaines qualités que l'on a en tant qu'humain. Et l'une de ces qualités, c'est justement d'être imparfait et de retomber dedans. Voilà. Donc, quelque part, c'était justement, Stéphane a même participé à rendre la question encore plus riche. Mais c'était en gros, dira-t-on, les principes dont je voulais parler et qui peuvent vous aider à surmonter certaines choses et à arrêter de fumer ou arrêter de faire certaines choses, enfin bref, à améliorer le quotidien. Pour finir, 2 liens. Mon site principal, malka.fr, où vous pouvez y trouver des textes un petit peu sur tout, mais il y a aussi une liste de diffusion. Et quand on s'abonne à ma liste de diffusion, je ne le dis pas en pub, parce que généralement, ça c'est encore un coup de ma femme, en fin de compte, parce que moi, je préfère ne pas le dire. Mais bon,
Elle m'a dit de le dire, alors je le fais. Que si vous vous abonnez à la liste de diffusion, eh ben, vous avez un petit cadeau. Et ce petit cadeau, c'est un petit rapport que j'ai écrit qui doit faire une 12, 13, 14 pages, qui justement est peut-on avoir plus de force de volonté, qui contient un peu ce que je viens de dire et puis d'autres trucs. Et puis après, vous avez qu'à vous désabonner de ma liste. Tant pis si ça vous ennuie de recevoir mes textes. Vous en faites pas de mots. Mais j'ai pas voulu réclamer, enfin, j'ai pas voulu faire de pub là-dessus parce que le genre de truc du genre, vous vous abonnez à ma liste gratuite et puis vous avez un cadeau, j'aime pas trop. Mais sans ça, bon, malka.fr, vous pouvez y trouver des textes, etc., qui peuvent vous aider dans pas mal de situations. Et puis donc, ce fameux rapport. Sans ça, à part ça, si vous voulez bosser un petit peu plus sur vos façons de penser, les façons de voir les choses, comment travailler justement et avoir plus de, dira-t-on, de façon de voir les choses et de pouvoir surmonter la plupart des problèmes, eh ben, j'ai ce principe de ABC que je viens d'expliquer, où on va beaucoup plus profondément là-dedans. C'est une petite formation de 22 jours, et donc vous pouvez la trouver sur abc.malka.xyz. En règle générale, si vous allez sur malka.xyz, vous pouvez voir les différentes formations que je propose. Si vous avez envie que je parle de certaines choses, si vous avez des soucis ou si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez à cyril@malka.fr. Ne m'appelez surtout pas Monsieur Malka, j'ai horreur de ça. Contentez-vous de Cyril, ça m'ira très bien. Et puis, parlez-moi-en et dites-moi. Je ne pense pas pouvoir faire ça pour le prochain webinaire qui est dans 15 jours, mais ça me donnera du matériel pour la saison prochaine qui recommence en septembre. Voilà, sans ça, eh ben, à bientôt pour un nouveau webinaire d'ici une petite quinzaine de jours. Et oui, au revoir et bonne soirée. Au revoir.